Merci, Excellence. Je rappelle que vous êtes Madame Francisca Atacho-Belobe, vice-présidente de la commission de la CEEAC. Nous allons donc commencer avec les panels. Mais avant cela, je voudrais, puisque le poisson ne meurt pas de soif, je voudrais faire écho à vos questionnements et je voudrais croire que ce sont aussi les questionnements de beaucoup parmi nous. Ce n'est pas la femme de médias que je suis, j'ai envie de dire accessoirement, qui parle, c'est la chercheure en droit des femmes qui prend la parole sur ces points-là. Et je voudrais croire que cela va nous faire sortir du politiquement correct, de la langue de bois et des choses que l'on entend ça et là indéfiniment. Et j'aimerais, tout en vous remerciant, Monsieur le Président, docteur, je voudrais déjà continuer à vous taquiner parce qu'il y a si peu d'hommes dans cette salle. J'entends bien que ce soit la conférence pour les femmes, mais il n'y a pas de planète d'Amazon, n'est-ce pas, mesdames, à moins que ce soit ce que vous vouliez obtenir. Je voudrais croire que vous continuez à considérer que vous demeurez en interaction les unes avec les uns, c'est-à-dire ces messieurs, et que c'est cela aussi la véritable vie, en tout cas majoritairement, jusqu'alors. Après, je ne sais pas. Ceci pour dire que quand les hommes ne sont pas là, et que c'est vrai qu'il y a cet espace de parole pour les femmes, merci, mais il serait heureux que les hommes soient là pour interagir, puisque nous sommes là pour réfléchir. Nous ne sommes pas là pour croiser le fer ou pour dire du mal de ces messieurs dans leur dos. Et je voudrais là apporter quelques éléments de mon point de vue de chercheur, déjà à son Excellence, Madame qui prenait la parole tout à l'heure, sur les questions qu'elle se pose. Oui, les femmes sont sur les réseaux sociaux, ce sont les nouveaux médias, et ce sera dit dans les panels. Oui, les jeunes filles deviennent leur propre, comment dirais-je, leur propre manager en quelque sorte, et cette accessibilité est telle que on tombe souvent dans les excès. Mais je voudrais, Madame, si vous voulez bien prendre cela en compte dans un début de réponse, il y en aura d'autres. Ça n'est pas parce que ce sont les femmes qui sont devant les telenovelas, hélas, je fais des rimes, merci de m'applaudir même, ce n'est pas parce que ce sont des femmes qui sont devant les médias qui se prélassent, il y a quand même un contexte. Et dans ce contexte-là, il ne faudrait pas que nous ayons une langue de bois. J'aimerais dire pour la CEAC que la question dite du genre est mal adressée de mon point de vue de chercheur. C'est-à-dire que l'on met en miroir la relation sociale des hommes et des femmes et on en attend de l'égalité. Certes, il y a la question de l'égalité d'accès aux droits. Cependant, c'est une question qui est mal adressée. C'est une question en réalité qui est une question de pouvoir économique précisément. Non pas qui est-ce qui a plus d'argent que l'autre, non, mais qui est-ce qui est capable, parce qu'il a la capacité financière de faire un certain nombre de choses, non pas seulement pour lui-même, je pèse mes mots quand je dis lui, mais pour tout le monde, ce qui est souvent, les femmes, on voit, mon père disait de regretter mémoire qu'avec 2 cailloux, une femme peut faire un banquet. Et je sais que c'est vrai, j'ai vu ce que les femmes peuvent faire. Alors, ça n'est pas pour casser du sucre sur le dos des hommes, mais si cette question était considérée comme une question de force économique au bénéfice de l'entourage immédiat, l'Afrique serait dans une autre équation. Voici un pays, voici les femmes et voici les hommes. Mais si chaque pays travaille avec une main, les femmes, dans le dos, et que ce sont seuls les hommes qui sont mis à contribution économiquement, le pays s'appauvrit. Et la contribution des femmes n'est pas présente dans le PIB. Or, un pays ne peut être fort que parce que... Merci. Un pays ne pourrait être fort que parce que toutes les forces vives de la nation sont réellement mises à contribution. Ce qui voudrait dire que les décideurs, les chefs de village, les chefs de famille, les chefs de quartier, les chefs de classe, les chefs d'État, militeraient tous pour que les filles, les femmes soient scolarisées, pour qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, qu'on ne dise pas « Oh oui, mais elle va trouver un mari, c'est pas la peine qu'elle continue à aller à l'école », parce que tout le monde aurait compris que l'apport des femmes est important et doit être reversé au bénéfice de leur entourage immédiat, donc par extension à l'échelle macroéconomique. Et tant que la question dite du genre n'est pas abordée par cet aspect économique, et ce n'est pas pour confronter deux pouvoirs économiques, qu'est-ce qu'il y en a plus que l'autre, j'aime à le dire, parce que les hommes parfois disent « Ah oui, mais si elle sait compter des sous, c'est elle qui va porter le pantalon, la culotte, je ne sais pas ce qu'elle doit porter. » Mais la réalité est que si moi j'étais un homme, j'aimerais tant que mon épouse ait autant de moyens, sinon plus que moi. Parce que les hommes, et pour parler des violences faites aux femmes, qui sont quand même au bout, ou plutôt au début de tout cela,
violence physique, violence psychique. Je ne fais pas un hold-up, docteur, mais vous m'avez autorisé à mettre mon grain de sel. Je mets un gros cube qui n'est même pas magie, mais qui est magique. Si les femmes sont dans cette situation-là, on ne peut pas dire que les hommes n'ont pas. Parce que quand on se présente, quand on s'expose, on ne s'expose pas aux autres femmes, sauf si je ne m'abuse. À l'autre bout de son téléphone, de son ordinateur, on espère que c'est quelqu'un qui, lui, a le pouvoir économique de m'acheter une robe, une deuxième perruque et je ne sais pas quoi, qui va me sortir de mon indigence sociale, existentielle, physiologique, économique et tout ce que l'on veut. Donc le monde des hommes est là. Et c'est en cela, et je vais terminer dessus pour quand même donner la parole à ceux qui avaient le droit de la prendre et pas moi, c'est en cela que, quand bien même je suis chercheur en droit des femmes, c'est avec les hommes que nous travaillons. Et nous travaillons avec les hommes pour faire passer un message. Ce sera le temps tout à l'heure peut-être de parler de ce qu'on appelle la masculinité positive. Je ne sais pas très bien ce que c'est censé dire, mais je dis que les hommes ne peuvent pas être positifs s'ils n'ont pas encore intégré entre hommes ce que nous portons, que nous appelons man, stop, man. La capacité pour un homme à s'autoriser à prendre la parole pour dire à un autre homme, man, stop ta violence contre les femmes. Parce qu'à partir du moment où les hommes n'ont pas intériorisé cela, on ne peut rien en attendre de positif, de masculin, tout ce que l'on veut. Parce que c'est une tribune d'hommes. Si les hommes font partie du problème, ils peuvent faire partie de la solution. Et donc, pendant que ce travail se fait, et parce que la parole des hommes a du crédit dans l'espace public, alors un homme, quel qu'il soit, petit, grand, moyen, pourra faire injonction aux autres hommes de cesser la violence, ce que, pauvre petite femme que je suis, tout en disant la même chose, aucun homme ne le prendrait en compte. Voilà quelques éléments de réponse et que je dépose ça là, comme on dit, sur les réseaux sociaux pour avancer. Merci. Ainsi donc, nous allons appeler pour le premier panel outils de visibilité, de notoriété et d'influence des femmes, la modératrice, Madame Michèle Bettini Sajou, présidente de l'Association des Gabonais de la Gironde. Mbolo AGG. Et dans ce panel, il y aura Madame Eugénie Djeki, qu'on ne présente plus, mais que je présente quand même, merci de l'accueillir, journaliste, animatrice de radio, télévision et coach en réussite. Installez-vous, je vous prie. Nous avons Madame Madi Seidi, journaliste et directrice, conseil en communication d'influence. Est-ce qu'elle est là? Oui, venez, je vous prie. Et nous avons Madame Marie-Paul Babli, journaliste, juriste, professeure de droit, médiatrice à la Cour d'appel de Paris, juge, arbitre et conférencière. Il n'y avait plus de place, donc on n'a pas mis toutes vos autres compétences. Voilà. Ce sont donc nos Oprah Winfrey et nos rôles modèles du temps présent et tout le monde a le droit, et même les hommes, de prendre. Et il me manque une personne, j'ai tout lu. Je vous promets. C'est parce que je lis sur la feuille. Hein. Madame... Ah, il ne faut pas que je lise sur la feuille, que je lise dans mon téléphone. Vous avez vu comment les hommes font? Je lis donc dans mon téléphone, pardon, maître, parce qu'on m'a envoyé un message, mais comme j'étais zélée à vouloir mettre mon grain de sable, j'ai manqué quelque chose. Je vous promets, docteur, vous m'avez envoyé tellement de messages. Maître Malisa. Non. Maître Audrey Picard. Pardon. J'étais sur l'ancien programme. Pardon. Non, mais vous faites bien. Et je saisis l'occasion pour dire que ce que disent toutes les femmes, si nous pouvions sortir de celle-là sans continuer à le dire, que les femmes n'aiment pas les femmes et sont contre les femmes, si c'en est ainsi, c'est parce que c'est instrumentalisé par ceux qui tirent les ficelles pour les mettre en compétition. N'avalons plus ce serpent-là. Comment parler après un tel discours? Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, Excellences, merci de m'avoir donné la parole. C'est un honneur pour moi d'être la modératrice d'un tel panel, d'autant plus que je ne suis pas du domaine médiatique, mais j'admire énormément le courage, le dynamisme et
de toutes ces femmes qui réussissent avec brio dans des métiers autrefois monopolisés par la gente masculine. Donc, afin de développer le thème portant sur médias, outils de visibilité, de notoriété et d'influence pour les femmes, je vais donner la parole pour un temps successif de 10 minutes aux intervenantes que je vais présenter globalement dans la globalité. Donc, nous avons Madame Eugénie Dieki, journaliste animatrice de la radio TV et coach en réussite. Madame Madi Seidi, journaliste et directrice conseil en communication d'influence. Madame Marie-Paul Babli, journaliste, juriste, professeure de droit, médiatrice à la Cour d'appel de Paris, juge, arbitre et conférencière. Enfin, Madame Audrey Picard, avocate au barreau de Paris, cofondatrice du cabinet Labadge, j'espère que j'ai bien prononcé, spécialisée en droit des affaires, professeure de droit. Donc, nous verrons donc ensemble comment ces femmes expertes ont pu dépasser le plafond de verre de la question de la primauté masculine dans le domaine des médias. Elles nous parleront des défis et avantages rencontrés au cours de leur métier et répondront à la question de savoir quel est l'impact réel de leur voix dans les problématiques sociétales, plus que la presse, comme disait l'une des intervenantes, est perçue comme le quatrième pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'elles prennent la parole, lorsqu'elles interviennent, leurs voix sont prises en compte? Pour commencer, je vais donner la parole donc à Madame Eugénie Dieki, journaliste, animatrice radio, TV et coach en réussite. Madame, merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je voudrais remercier Madame la Première Dame, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à une autre conférence dédiée aux femmes. Je remercie le président de cette association qui nous réunit ici. Je remercie Monsieur l'ambassadeur, Mesdames les ambassadrices. Je remercie tous les participants. Je remercie mes consoeurs et mes confrères. Voilà. Alors, Eugénie Dieki, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être pas cette génération, mais ceux qui ont connu Africa numéro 1, radio africaine internationale, me connaissent quand même. Donc, il y a quand même des figures féminines africaines qui ont porté la voix de l'Afrique, au-delà de l'Afrique. Donc, Eugénie Dieki, j'ai commencé Africa numéro 1, et ça fait 35 ans que je fais ce boulot, ce métier passionnant. J'ai été directrice des programmes Africa numéro 1 à Libreville et aussi à Paris. Et à Paris, j'ai permis aux Africains de la diaspora, ceux qui se lèvent tôt, de se faire entendre, de dire aux Français, à leurs compatriotes caucasiens, qu'eux aussi contribuaient à l'essor de ce pays. Je travaille également à Vox Africa, donc télévision panafricaine. Et puis, puisqu'on parlait de TikTok, depuis quelques jours, face à la situation de mon pays, le Gabon, j'ai décidé de m'adresser à mes compatriotes parce que la formule, c'est ensemble vers la félicité. Il faut vraiment qu'on réussisse cette transition. Et je me suis dit que mon expérience pouvait apporter à la nouvelle génération qui, effectivement, passe plus de temps, mais c'est relatif, passe plus de temps à des chiffonneries qu'à des choses essentielles. Donc voilà pour me présenter succinctement. Je n'ai pas de leçons à vous donner, c'est juste des expériences, ma petite expérience que je vais partager. Et je vais commencer par vous parler de femmes, de consoeurs, de situations que j'ai vécues. Quand le président Thomas Sankara a été assassiné, c'est une femme, Flavienne Issembe, une Gabonaise, qui animait le 13h sur Africa numéro 1, qui a été convoquée chez Compaoré pour lui faire une interview. Alors, le pouvoir de la femme, c'est quoi? C'est qu'un homme aurait posé des questions dérangeantes. Flavienne Issembe elle avait des gros yeux, des yeux expressifs.
pendant qu'elle posait les questions à M. Compaoré, elle fusillait du regard M. Compaoré. Ce qui lui a valu d'être convoquée chez le président Bongo, qui lui a dit qu'elle avait, par son regard, son attitude, elle a failli provoquer un incident diplomatique. Donc ça, c'est la femme. Je vous parlerai également d'une interview que M. Laurent Gbagbo a souhaité avoir avec moi, c'était en 2006, et j'ai posé la question qui tue. J'ai dit, Monsieur le Président, on a parlé de tous les sujets, mais je dis, Monsieur le Président, combien vous gagnez? Et ses collaborateurs ont dit, mais non, ne pose pas des questions comme ça. Je dis, ben si, pourquoi je ne les poserai pas? Tout le monde veut bien savoir combien gagne un président. Et il m'a répondu. Je vous parlerai également de ces femmes des médias qui... c'est fantastique, une femme qui passe à la télévision. Ce qu'elle dit a plus d'ampleur, plus de poids, parce qu'on regarde la femme. Une femme, c'est une femme. Messieurs, vous ne me le mentirez pas. Quand une femme entre dans une pièce, quelque chose se passe. Et j'ai toujours admiré ces femmes, le métier que l'on fait, parce que souvent, les femmes qui présentent les journaux, elles sont pimpantes, elles font leur métier, mais dans leur vie privée, ce sont des femmes battues. Ce sont des femmes qui payent le lourd tribut d'être parfois plus intelligentes que leur mari. Je ne critique pas, mais c'est un fait. Beaucoup de femmes qui réussissent dans ce secteur et dans d'autres payent le prix, en silence parfois, d'avoir l'ambition de vouloir changer le monde, de le transformer. Et puis on m'a posé une question il y a quelques années en me disant, une consoeur d'un magazine, Brune, qui me disait, mais comment, Madame Deki, vous avez fait pour réussir en France en tant que femme noire et en tant que directrice d'un média en France? J'ai dit, je n'ai rien fait de spécial, j'ai simplement été qui je suis. Je sais d'où je viens, j'ai des valeurs. Je viens d'un pays où les femmes, à une époque, étaient éduquées. On a tous eu accès à l'éducation. Donc moi, je voulais vraiment changer l'image de l'Afrique. Souvent, on pense que quand on a étudié en Afrique, quand on vient ici, on est inapte. Tout d'un coup, on n'a plus de cervelle. Non. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en introduction. Donc c'est un métier où on s'expose. C'est un métier où on expose le monde. C'est un métier où les femmes doivent travailler parfois plus que les hommes. Moi, j'ai dû travailler plus que les hommes parce que... Et c'est une chance, en fait. J'ai travaillé plus que les hommes parce que j'aime mon métier. C'est un métier qu'il faut faire avec passion parce que c'est un métier qui exige de la curiosité, de l'intelligence, de se documenter en permanence, de s'indigner. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec des hommes. Et quand on parle de masculinité positive, ce terme vient du président Tshisekedi. Bon, effectivement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est important qu'ils le disent dans un pays, la RDC, où c'est quand même des femmes depuis des années qui sont violées. Et j'avais posé une question à un homme qui se plaignait de la situation, un homme politique, qui appelait l'aide internationale. Je lui disais, mais pourquoi c'est toujours les autres qui doivent venir nous sauver? Le simple fait qu'un homme fort, un homme dans un foyer, ne rejette pas sa femme parce qu'elle a été violée, ça changerait la situation. On n'a pas besoin d'appeler l'aide internationale. Donc c'est le pouvoir des femmes, comme disait Lady Ngomang, le pouvoir des femmes des médias, c'est de pouvoir convaincre les hommes, puisqu'ils sont encore entendus, et Dieu merci, de maintenant soutenir les femmes. Il est temps maintenant que les hommes nous soutiennent. Parce que la voix d'un homme, c'est la voix d'un homme. Et là, vraiment, je le dis avec solennité. Je pense que pour réussir dans ce métier, il faut être soi-même, il faut assumer qu'on est une femme, et puis il faut se revêtir de ce que les hommes ont naturellement. Ils ont un leadership naturel. Ils cassent tout, ils font la guerre, mais ils sont là. Et je pense que nous devions... Moi, j'ai endossé quelques capacités des hommes. Et c'est ce qui m'a permis de me faire respecter parmi les hommes. Quand, par exemple, vous devez gérer
impersonnelles. Par exemple, j'étais directrice des programmes à Paris. Manu Dibango, notre regretté Manu Dibango, devait faire des émissions une fois par semaine. Et puis, un jour, il n'arrive pas à l'heure. Et je me dis, bon, comme il n'est pas à l'heure, je vais en profiter pour faire une interview. Il arrive pendant que l'interview arrive. Tout Manu Dibango qu'il est, il entre dans le studio, il me dit, c'est quand même moi, Madame Dieki. Je me suis calmé. C'est un aîné. OK, mais qu'est-ce que j'ai fait plus tard, 2 jours plus tard, j'ai dit, écoute, Manu, est-ce qu'on peut se voir? J'ai pris dans mon bureau, j'ai dit, papa Manu, tu n'es pas à l'heure. Donc, quand on est en retard, on doit travailler avec tout le respect que je te dois. Ne me parle plus sur ce ton. Ici, c'est moi qui commande. Mais je dis avec respect. Avec respect. Voilà ce que je voulais dire. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Il me reste combien de minutes? Il termine à 33, il est 28. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut promouvoir les hommes qui aiment les femmes. Docteur Denis Mukwege, vous connaissez son histoire, c'est un homme qui répare les femmes. Ces hommes-là, il faut les promouvoir. Moi, je sais que quand un homme est sensible à la femme, ça peut tout changer. C'est pour dire en fait que ce monde ne peut pas se faire seulement avec les hommes. Il doit se faire avec les femmes, mais les hommes doivent rester à leur place. Je suis une femme indépendante, émancipée, mais je pense que le pouvoir appartient à l'homme, mais la femme a un certain pouvoir, le pouvoir de changer les choses. Et donc, ce que je dirais à la nouvelle génération, c'est que vraiment soyez vous-même, soyez des femmes. Moi, j'ai pas rien fait de spécial pour m'imposer, si ce n'est que il y a une boutade largement reprise sur les réseaux sociaux. Je terminerai par là. La place de la femme, c'est à la cuisine. Oui, mais la femme, c'est un général, pas dans le sens militaire. Quand une femme, avec très peu de moyens, et ça a été dit, avec 2 €, avec 1000 francs CFA, arrive à nourrir un bataillon, il faut la respecter. Parce que la femme nourrit les hommes. Elle ne nourrit pas avec la nourriture seulement, avec son amour. Elle s'ingénue avec passion à préparer des plats à son mari, à ses enfants, pour en faire des hommes et des femmes d'État. Et quand je dis femmes d'État, il faut aussi que de plus en plus, il y ait des femmes qui veulent accéder à la magistrature suprême. Il ne faut pas hésiter. Parce que ce monde ne peut pas se faire sans nous. Il ne peut pas se faire sans nous. Il ne peut pas y avoir d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, et puis c'est comme dans un bateau. Si c'est les hommes seulement qu'on écoute, ben on va tous chavirer. L'état du monde, c'est ça en fait. Il y a une guerre en Ukraine, il y a des guerres en Afrique. Si c'est seulement les hommes qui commandent, on ne va pas y arriver. Mais que chacun se respecte et que chacun garde sa dignité. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Eugénie Dieki. Afin de rendre un peu plus dynamique cette conférence et eu égard du temps imparti, je vais donner la parole à 5 personnes du public, dont chacune aura 2 minutes pour émettre ses questions à l'intervenante qui choisira, voilà, parmi les 5 questions, si elle doit répondre à toutes ou certaines, et aura 2 minutes aussi également par question pour répondre. Donc, si quelqu'un ou quelqu'une, a des questions dans le public, n'hésitez pas, c'est le moment avant de passer à la prochaine intervenante. Je vous remercie. Voilà, j'adresse la question à cette intervenante, mais les autres qui sont passés avant pourraient également apporter leur réponse. Et il s'agit de cette tendance à victimiser, à toujours penser que la femme est opprimée, elle est discriminée, alors que lorsqu'on est dans les rédactions, moi par exemple, j'ai fait une 15aine d'années dans un quotidien privé au Cameroun, où j'étais la toute première femme à accéder à la rédaction.
Et ma petite expérience m'a permis de constater que le pouvoir n'était pas refusé aux femmes, mais elles n'avaient pas l'audace, elles n'avaient pas la force. Elles se montraient fragiles pour aborder certaines questions qui étaient parfois considérées par elles comme la chasse gardée des hommes. Les femmes se limitaient à ce que nous appelons les chiens écrasés dans les rédactions. Elles n'osaient pas en politique, elles n'osaient pas en économie. Et parfois même pour aller faire un simple reportage sur un accident de la circulation, la femme se croyait obligée de se faire accompagner par son collègue homme avec qui elle a fait la même école. Ils ont acquis les mêmes connaissances, mais elle ne se sentait pas le courage d'aller couvrir ne serait-ce qu'un accident de la circulation. Et donc, quand on présente la femme comme celle qui est lésée, je dis il faut avoir un peu de réserve à ce niveau. Parfois, c'est la femme qui refuse d'oser. Elle refuse de prendre le pouvoir. Parce que parfois, dans les rédactions, il y a des sujets, mais on manque de personnel à déployer. Lorsqu'on demande qui va faire telle chose, la femme se fait toute petite. Elle a envie de rentrer carrément sous la table. Donc à ce moment, je dis, le pouvoir s'arrache, il ne se donne pas. Les femmes n'osent pas arracher le pouvoir. Et dans la même rédaction, nous avons créé une rubrique « Femmes à la une ». Ça, c'était pour donner de la visibilité aux femmes qui émergent dans leur secteur d'activité. Mais moi qui animais cette page, j'avais de la peine à avoir des femmes qui acceptent de venir parler dans ces colonnes-là, qui étaient gratuites. J'ai des collègues qui sont dans des radios, des télévisions, qui animent des émissions et qui ont pour objectif de mettre les femmes en lumière. Mais ils ont parfois du mal à avoir des profils féminins. À ce moment, est-ce que ce sont les hommes qu'on va accuser? J'ai dit, on devra accuser la femme elle-même. Et je rejoins son Excellence, la Première Dame, qui a dit tout à l'heure, il s'agit ici d'une question d'éducation, de coaching, de sensibilisation. Les femmes devraient être sensibilisées à prendre le pouvoir et à le garder. Parce qu'il ne suffit pas de le prendre, mais il faut le mériter et le garder. Ce n'est pas une question, mais je considère cela comme une contribution. Mais si vous voulez y répondre, je serai prenante. Merci. Je vais y répondre. Je ne serai pas longue. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je ne me suis jamais sentie discriminée par les hommes. Au contraire, ils m'ont toujours respectée. Et je pense que c'est notre rôle aussi en tant que femme journaliste, femme de médias, de changer le narratif sur les hommes. Oh, les hommes sont méchants, les hommes aiment les femmes, les hommes sont machin. Non. C'est comme un tango, on le danse à deux. Aujourd'hui, par exemple, au Gabon, on parle de la polygamie du président. Je trouve que c'est courageux. Je pense qu'il faut que l'Afrique aussi impose sa culture. Il ne faut pas avoir honte de ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet douloureux, mais dans cette relation triangulaire, ils sont tous consentants. Et puis souvent, les hommes, ils sont pris en otage par les femmes. Ils ont cette forme de loyauté qui fait que on a été ensemble depuis des années, je t'ai soutenu, c'est de la loyauté. Donc je pense que l'Afrique est en train d'écrire une histoire au monde. C'est pareil au Sénégal, il faut qu'on assume qui on est. Et puis après, on paiera les conséquences. Mais ça montre que l'Afrique est en train de dire, ben oui, nous sommes polygames, nous assumons. Ça ne veut pas dire que tous les présidents le seront. Mais je dis, c'est bien d'afficher au monde notre particularité. Voilà ce que je répondrai. Merci beaucoup. Merci. Question ? Non, on va prendre les questions finalement à la fin des interventions de toutes les panélistes. Elle voulait parler. Pardon ? C'était intéressant. Ah, mais bon, on m'a pas. Ok, donc je veux donner la parole cette fois-ci à Madame Madi Seydi, journaliste et directrice conseil en communication d'influence. Madame. Merci beaucoup. Je tiens à saluer évidemment Madame la Première Dame, Monsieur l'Ambassadeur, cher Paul, Mesdames et Messieurs ici présents.
Je voudrais juste te dire, alors je suis effectivement directrice conseil en communication d'influence. En revanche, je ne suis pas journaliste parce que c'est un titre. Je suis éditorialiste. Donc je suis éditorialiste à la radio et à la télévision. Alors il se trouve que moi j'ai un parcours à l'origine issu des affaires publiques, plutôt de la politique, donc avec une plutôt bonne connaissance des lieux de pouvoir et de passion en interview. Eh bien, j'ai décidé, je me suis intéressée aux médias. Et d'ailleurs, mon vrai rapport personnel avec le média, c'est lorsque j'ai écrit un livre l'an dernier, intitulé « Française venue d'ailleurs ». Donc, j'ai fait un petit peu le tour des médias et on a considéré que la parole que je portais était différente. Donc, on avait envie de m'écouter et c'est comme ça que je me suis retrouvée d'abord à la radio et ensuite à la télé. Ce que je voudrais dire de mon expérience personnelle, c'est qu'effectivement, je crois que le constat est le même partout, qu'on s'intéresse à l'Occident, qu'on s'intéresse à l'Afrique. Les femmes, en tout cas, sont moins présentes dans les médias. Néanmoins, je dois reconnaître qu'il y a une bonne évolution. Il y a encore quelques années, les journalistes, en tout cas les rédactrices en chef, les directrices, elles étaient beaucoup moins nombreuses. D'ailleurs, Madame Dieki, vous faisiez partie d'une des premières, d'une des références en la matière. Aujourd'hui, on commence à en avoir davantage. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire de nos yeux occidentaux, en tout cas de notre regard de l'autre côté de la Méditerranée, il y a aussi beaucoup de belles choses qui se passent en Afrique, notamment en rapport au pouvoir. Et ce qui a été dit tout à l'heure, moi je le pense profondément, les femmes ont un rapport particulier au pouvoir. D'ailleurs, on le voit en politique, souvent, on leur confie des missions en lien avec ce que nous sommes intrinsèquement, donc des femmes, la famille, les enfants. Mais je connais peu de femmes qui se ruent dans les brancards pour le ministère de l'Intérieur, pour être Premier ministre. Et je crois que nous avons un rapport particulier au pouvoir, et ça, nous sommes les seuls à pouvoir changer les choses, parce qu'effectivement, nous sommes loin d'être moins compétentes que les hommes, nous sommes capables. Et à un moment, le pouvoir, si on ne nous le donne pas, la réalité, c'est qu'il faut aller le chercher, parfois avec les dents. Mais quand on l'a entre les mains, on peut être davantage utile. Moi, de mon parcours personnel, je pense que les hommes sont sincèrement nos alter ego. Parce que moi, j'ai eu dans ma vie un homme formidable, mon papa, qui m'a beaucoup poussée. Voilà, ça va être le moment d'émotion. Ce sont les femmes. Oui, c'est aussi très féminin. Malheureusement, on ne change pas ce qu'on est. Donc moi, j'ai rencontré des hommes extraordinaires. Le premier, mon papa, qui m'a beaucoup poussée. Et jamais je n'ai pensé que j'étais moins capable qu'un homme. Au contraire, on m'a toujours dit, tu fais mieux et plus. Et je crois que ça, c'est hyper important dans notre éducation, dans les messages qu'on porte. C'est d'être capable de dire aux filles, de dire aux femmes, tu as ta place. Et moi, j'ai grandi avec cette idée que c'était possible, que je savais faire, même quand de vous à moi, je ne savais pas faire. J'ai encore ce souvenir, quand je faisais de l'athlétisme, il m'arrivait souvent d'arriver pas dans les premières, et mon père me disait, il te manquait ça, que ça. Et d'ailleurs, le monsieur est parti avant toi. Comme c'était la parole de mon père, elle était forcément vraie. Donc j'étais convaincue que la fois prochaine, je gagnais. Eh bien, vous savez quoi, la fois prochaine, je gagnais. Parce que psychologiquement, j'étais prête à gagner. Et ça, je crois que c'est hyper important. Et tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des hommes, mais la nature, elle est ce qu'elle est. Quand on est dans des rivalités professionnelles, eh ben, on se donne des coups de coude. On peut se les donner entre femmes, on peut aussi se les donner entre hommes. Je crois que ce qui est important, c'est quand on les reçoit, c'est de savoir les donner aussi. Je les donne jamais en premier, mais quand je les reçois, je sais les donner. Je sais les rendre. C'est important aussi. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'hommes qui m'ont beaucoup poussée. Et c'est pour ça que moi, je conçois la relation de l'homme à la femme, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la politique ou même globalement dans nos rapports familiaux, comme une relation d'alter ego. Moi, beaucoup d'hommes ont cru en moi, m'ont poussé, d'autres n'ont pas cru, c'est pas grave, ils l'ont vu par la suite, mais en tout cas, beaucoup d'hommes ont cru en moi et m'ont poussé. Et je crois que c'est hyper important qu'on arrive, qu'on puisse construire cette relation avec les hommes, pas forcément comme nos rivaux, mais aussi comme nos alter ego. Et ce que je voudrais dire sur ce qui se passe outre-Méditerranée, parce que vous l'aurez compris, moi je suis une gamine qui est née en France, mais qui suis très attachée à l'Afrique à laquelle je dois énormément. D'ailleurs, je reste convaincue que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance d'aller vivre en Afrique quand j'étais lycéenne. Et je crois qu'il se passe de très belles choses chez nous. Il se passe énormément de belles choses.
on a eu une femme Premier ministre en France. Je crois que la première, c'était Edith Cresson. Mais on en a eu aussi d'autres ailleurs, par exemple au Sénégal, un pays qui me tient particulièrement à cœur, et je dis pas ça parce que je suis chauvine, mais en 2001, on avait déjà une femme qui était Premier ministre, Mame Madior Boye, ça date de 2001. Et depuis Mame Madior Boye, on en a eu d'autres. On a eu Mimi Touré. En France, on a eu après Elisabeth Borne, mais ça date d'il y a pas longtemps. C'est pour dire que finalement, comme il a été dit tout à l'heure, on n'a pas à rougir de ce qu'on est. On a aussi de belles choses qui se passent outre Méditerranée. On a une très jolie culture. Les femmes en Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi j'ai été époustouflée en allant au Sénégal. J'ai découvert ce que je ne connaissais pas. J'avais, je pense, peut-être un regard biaisé pour avoir peut-être trop vécu en Occident. Alors je pensais que les femmes étaient victimes. C'est terrible. Je pensais que les femmes n'avaient pas de pouvoir. Je découvre ce continent où les femmes sont des femmes de courage. Elles ont une puissance. Elles portent leur famille, leurs enfants, les hommes, et elles portent souvent une double famille, la famille qu'elles ont fondée, mais celle aussi qu'elles ont laissée derrière elles. Donc les frères, les oncles, les tantes. Et donc je découvre ces femmes courage, et je crois que même en Occident, on gagnerait à aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et on n'a pas à rougir de ce qu'on est, bien au contraire, on a souvent été pionniers, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la politique. Moi, je vois de plus en plus de femmes en Afrique, même si c'est vrai que c'est pas facile de prendre la parole, c'est pas facile d'être devant, mais je trouve qu'on a quand même une nouvelle génération, parce qu'on a eu aussi des précurseurs qui nous ont montré que c'était possible. Et je vois de plus en plus de jeunes qui ont envie, parce qu'elles voient des femmes qui ont été capables d'y aller. Et je crois qu'on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on est, bien au contraire, on a quelque chose à apporter à l'Afrique, mais aussi à la construction du monde. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Comme je le disais, nous allons prendre les questions une fois toutes les panélistes auront intervenu. Je vais donner la parole cette fois-ci à madame Marie-Paule Babini, journaliste, juriste, professeure de droit, médiatrice à la Cour d'appel de Paris et juge arbitre et conférencière. Bien, voilà, je m'approche. Eh bien, merci, c'est à mon tour. Voilà, c'est à mon tour. Merci à tous. Merci, docteur, pour cette opportunité. Madame, je dirais, je ne sais pas comment on dit, c'était femme de président. Madame, la première dame, ça reste toujours. C'est un honneur de vous rencontrer. Et tout ce beau panel ici, je suis contente parce que je suis assise à la même table que Eugénie Djeki, que je suivais un peu jeune à la radio. Et voilà, je ne savais pas qu'un jour je m'asserais à côté d'elle, et même sur la même table. C'est un privilège. Lady également, qui a été celle qui m'a interviewée une fois sur la violence aux femmes. Très longtemps, quand je commençais la lutte contre la violence aux femmes, c'est pour dire qu'en fait, toutes ces femmes qui étaient des modèles nous ont influencés, et aujourd'hui, nous pouvons aussi parler de ces expériences. Elles ont été précurseurs. Nous faisons aussi notre part, et les autres feront après aussi leur part. C'est une question générationnelle. Alors, moi, personnellement, donc, j'ai étudié le droit. Je ne suis pas journaliste. J'avais le choix entre le droit et la communication parce que je parle beaucoup. J'ai pris droit parce que je voulais défendre, j'étais un peu contre les injustices, et puis après je me suis tournée vers les médias parce que c'était également un moyen pour moi de pouvoir exposer et de donner de la visibilité effectivement à toutes les causes que je défendais. Quand on défend le droit des femmes, on expérimente énormément de choses. Ce n'est pas seulement la violence aux femmes qui a été une lutte, et qui est toujours une lutte puisque je suis encore dedans, qui donne énormément de maux de tête et de questionnements au niveau humain, au niveau psychologique, parce que c'est très 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 difficile quand vous avez vu des femmes que vous souhaitiez qu'elles s'en sortent, qui finissent par mourir, vous vous posez énormément de questions.
En Afrique, j'ai été confrontée à l'excision, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle les mariages précoces, des petites filles de 9 ans qu'on marie à des hommes de 60 ans. Et vous suppliez la mère et vous suppliez le père de dire « mais ne faites pas ça ». Mais les coutumes, on l'a dent dure et que cette petite, vous ne pouvez rien faire. Nous voyons des enfants qui sont tombés enceintes par leur propre père. Et que vous ne pouvez, et souvent vous vous retrouvez, vous avez l'impression que vous n'avez pas la solution. Vous connaissez les règles de droit, vous savez que les règles de droit existent, mais dans l'application, ça devient très difficile. Et je reviens également du Brésil. Il y a 15 jours, je suis revenue du Brésil où j'ai pu assister à la déforestation de l'Amazonie également. Et les femmes amazoniennes et noires également qui voulaient de la visibilité parce qu'elles se retrouvent dans une situation où elles ont tout perdu. Et il y a une justice climatique avec beaucoup de discrimination parce qu'effectivement, elles n'ont pas la possibilité de s'exprimer, par exemple, lors des COP, etc. Donc elles voulaient qu'on parle de leur situation. Et c'est là où les médias deviennent importants pour dénoncer des situations qu'on ne voit pas parce que c'est dans le quotidien des gens. Mais lorsque des journalistes iront faire des reportages, lorsque des journalistes iront prendre au cœur certaines problématiques et les exposer à la face du monde, eh bien les choses changeront. Et je remercie ces médias qui permettent la visibilité aujourd'hui d'avoir dénoncé il y a quelques années en fait le harcèlement sexuel dont étaient victimes certaines femmes et de permettre d'avoir vraiment libéré la parole parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de cas, de plus en plus de dénonciations. Parce que tout simplement, les femmes se sentent libérées et peuvent en parler et elles savent qu'il y aura justice derrière parce qu'elles sont écoutées, parce que c'est vu. Aujourd'hui, vous mettez un sujet véridique, bien sûr, sur TikTok ou sur Twitter, enfin X maintenant, et il y a 1 million de personnes qui vont le voir et c'est viral et ça peut changer le cours d'une vie de quelqu'un qui se trouve en situation d'injustice. Mais je pourrais dire, quelle est la place vraiment de la femme? Comme notre société a évolué et qu'on prône aujourd'hui l'égalité, c'est un terme qui me met parfois mal à l'aise parce que je me pose toujours la question de savoir est-ce que la femme peut être égale à l'homme? Est-ce que ce combat d'égalité est vraiment celui que nous devons mener? Nous cherchons juste à ce que nos droits soient respectés, que la femme puisse avoir le choix de décider ce qui peut être bon dans sa vie et pas imposé par son père ou des membres de sa famille parce qu'elle est juste une femme. C'est juste ça, en tout cas moi, ma vision du combat. Je suis une féministe, je l'assume, mais je suis une féministe féminine parce que j'aime beaucoup les hommes. J'aime mon père beaucoup, j'ai quelques frères et puis j'ai eu quelques hommes sympas aussi quand même qui n'ont pas pu m'épouser parce que j'ai un caractère assez dur, mais il y a peut-être un qui va y réussir. Par ailleurs, donc la société a beaucoup évolué. Quand vous voyez les femmes, à l'époque, on a eu ces femmes qu'on appelait les speakerines qui présentaient les émissions. Elles étaient là, elles présentaient, elles étaient toutes jolies. C'est l'image qu'on se fait un peu de la femme. Et puis après, il y a eu ces publicités où la femme, dans les années 60-70, c'était les cuisinières parce qu'on estimait que c'était les femmes qui allaient présenter mieux la vente des cuisines et des choses, des tâches ménagères. Et puis progressivement, ça a évolué. C'est vrai qu'après, dans les médias, que ce soit sur papier ou à la télévision, c'était les actrices qu'on voyait, les stars de cinéma. Ça a été la promotion des athlètes parfois, ou bien tout simplement des chanteuses, etc. qu'on voyait. Mais progressivement, il y a eu quand même des journalistes, des médias, même écrits, excusez-moi. Il y a eu des médias écrits qui faisaient déjà la promotion de certaines femmes dirigeantes qui occupaient des places très importantes au sein de la société. Alors, c'est vrai que ça n'est pas tape à l'œil comme une star de cinéma, etc. Mais ces femmes-là déjà servaient de modèle. Tout à l'heure, je pense qu'il y a une question qui a été posée de savoir, on n'a pas d'Oprah Winfrey en Afrique. Nous avons des Oprah Winfrey en Afrique. Nous en avons énormément. Il y a plein de femmes qui sont assises là. Le seul problème, c'est qu'on ne les connaît pas parce qu'elles n'ont pas été suffisamment mises en valeur.
Et il faut aussi s'intéresser pour savoir qu'il y a des Oprah Winfrey. Oui, Oprah Winfrey, parce qu'effectivement, la culture américaine est très différente de la nôtre. Mais elle était mise en avant, elle avait sa chaîne de production pour les années 80, c'était extraordinaire. Mais il y a des femmes qui ont fait des choses encore plus extraordinaires. C'est juste parce qu'elles n'ont pas eu cette visibilité. Donc c'est aussi à nous d'aller les chercher et de les mettre en lumière. Une fois qu'elles seront mises en lumière, mais vous allez voir que des Oprah Winfrey, il y en a énormément. Et moi, c'est quand je suis rentrée dans ce combat que j'ai rencontré des femmes extraordinaires. Mais je me suis dit, mais toutes ces femmes étaient là, mais elles étaient où? Mais c'est juste qu'on ne se connaît pas. Et c'est à des conférences comme ça que nous nous rencontrons et vous voyez des femmes qui font des choses. Mais quand on est journaliste et qu'on rencontre ces femmes-là dans les conférences, mais on désire les mettre en lumière parce que c'est tout. Et ce sont elles qui vont jouer le rôle de modèle. C'est très difficile. J'enseigne à des jeunes. Aujourd'hui, mes étudiantes me disent... Elles ont bac plus 5, mais elles me disent, mais madame, à quoi ça sert de faire des études? On va gagner que 2500 €. Moi, je suis créatrice de contenu sur TikTok. Je gagne 750 € par contenu. Mais c'est vrai qu'elle gagne 700 € parce qu'elle se met nue. Parce qu'elle se met nue. Mais quand tu vas lui demander, mais qui est ton modèle? Elle te dira qu'elle n'en a pas. Elle n'en a pas parce que tout simplement, elle n'a pas eu l'opportunité de voir des femmes de poigne qui créent des sociétés, qui font du chiffre d'affaires, qui sont dirigeantes. Elles n'en ont pas l'opportunité. Si on leur demande de citer une femme Premier ministre en Afrique ou une femme présidente, pourtant il y a eu des femmes, elles ne sont même pas capables. Donc c'est parce qu'on ne fait pas suffisamment la promotion. Et aujourd'hui, comme on fait plus la promotion de la médiocrité, mais elles estiment que c'est ça qui est la normalité. Je fais quelques TikTok, je suis très sérieuse. Elles me disent, madame, vous êtes sérieuse, ce que vous dites est bien, mais c'est très sérieux. Mais elles préfèrent aller écouter des divertissements un peu stupides parce que c'est générationnel. Et c'est à nous encore de nous interposer avec cette nouvelle culture complètement idiote des filles qui pensent qu'être nues est des influenceuses. Entre guillemets, je ne sais pas qui elles influencent, mais qui leur font croire qu'aujourd'hui, tout le travail que nous avons fait est remis en cause parce que maintenant, il faut repartir, dire que c'est l'homme qui doit te payer ta perruque, l'homme qui doit te payer tes chaussures, etc., etc. Une sorte de vengeance des hommes parce qu'ils sont très mauvais, donc il faut tout leur soutirer. Et donc là, on regresse totalement. Je suis d'accord, moi je pense personnellement que nous regressons totalement parce que tout simplement, il y a eu une vague qui est arrivée et que nous n'avons pas été en mesure de les contrer parce que nous n'avons pas eu suffisamment de poids pour montrer qu'il y avait des modèles autres et que des femmes pour lesquelles nous sommes battus, pour qu'elles y aient l'accès à l'éducation, qu'elles aient des mêmes études que les hommes, de partir prendre des postes, alors que madame la journaliste, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout le monde le montre qu'aujourd'hui même à des postes de responsabilité, beaucoup de femmes ne postulent pas. Nous avons un gros complexe. Combien de femmes? Il n'y a qu'une femme ici en France qui est dans le 440. 440. Une seule femme. Il y en a deux, il y en a une, je pense, qui est partie s'occuper de ses parents. Donc, il y en a une pour l'instant. Mais lorsqu'on rentre dans les entreprises et qu'on demande à des femmes de postuler à des postes, je dis bien responsabilité, mais il y en a très peu. Et d'ailleurs, quand il y a une femme qui se présente, il y en a peu qui votent pour elle. Discours très passionnant et je vais intéressant. Juste conclure. Voilà, je vais juste conclure. Mes 10 minutes sont finies? Oui. D'accord, je vais juste conclure. Alors, pour dire que lorsque, par exemple, en Côte d'Ivoire, on fait des reportages à la télé, en prime time, et qu'on montre comment violer une femme, on invite un violeur qui vient montrer comment il prenait plaisir à violer une femme. Heureusement qu'il y a eu des organisations des femmes pour dire ça suffit et que cette personne a été primée. Alors, qui d'autre qu'une femme pourra parler mieux qu'une femme? Alors, quand ce sont des hommes qui débattent de comment est-ce qu'on peut donner des congés pour les règles, je trouve ça très ridicule. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'il y a peu de femmes qui viennent dans la politique pour pouvoir parler effectivement à l'hémicycle des sujets qui nous concernent. Donc quand nous oserons prendre le pouvoir totalement avec confiance et nous dirons nous allons nous installer dans toutes les sphères, mais je peux vous dire que la situation des femmes évoluera encore plus vite qu'elle a déjà évolué. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marie-Paule Babi. Ensuite, je vais donner la parole pour conclure sur notre panel à Madame Audrey Picard,
avocate au barreau de Paris, cofondatrice du cabinet, je vais y arriver peut-être, Laubach. C'est ça, madame? Ok, merci. Spécialisée en droit des affaires et professeure de droit. Madame? Merci beaucoup de me permettre déjà de terminer cette danse. Madame la Première Dame, Monsieur l'Ambassadeur, cher Paul, Mesdames et Messieurs en minorité, alors messieurs quand même, n'est-ce pas? Les médias, le pouvoir des médias, quel pouvoir? Quel pouvoir? Pouvoir parce que ces médias ont un grand pouvoir de façonner les perceptions et les opinions. C'est un outil très puissant pour promouvoir l'égalité des sexes et donner aux femmes les moyens de l'affirmer. En France, comme dans beaucoup de pays démocratiques, ces 10 dernières années, alors on va dire ces 15 dernières années, le couvercle a sauté, surtout après l'affaire DSK. Il y en a eu d'autres. Il y a eu donc on le verra, des avancées législatives, je parle pour la France, et on se dit finalement que les médias offrent un véritable espace de visibilité que les femmes, jusque-là, enfin jusqu'à ces dernières années, avaient du mal à trouver. Les médias ont ouvert des portes qui étaient fermées par le judiciaire, le système judiciaire. Et de pouvoir librement s'exprimer et surtout se faire entendre devant des juges à l'époque, était, alors pas tout le temps fermé, mais était souvent fermé. Les médias ont donc ouvert ces portes et ont changé certaines mentalités, ont fait donc avancer le système judiciaire et le système donc législatif. Il y a eu on peut dire des prises de conscience et surtout les médias ont permis de briser des tabous. Comme le disait très justement Patricia Romito, du silence, on est passé au bruit. Je crois qu'elle avait déjà tout dit. On se rappelle également, il y a quelques années, nous sommes en 2016, donc il n'y a pas très très longtemps, l'affaire, est-ce que vous vous en souvenez, de Jacqueline Sauvage? Ouais. Jacqueline Sauvage, à l'époque, était condamnée à 10 ans donc, d'emprisonnement pour avoir assassiné son mari après avoir été victime de violences conjugales. Alors, elle a défrayé la chronique. Au-delà de ça, la presse donc s'est emparée de cette histoire, fort heureusement, à mon sens, et les femmes donc se sont battues. Il y a eu il y a une pétition qui, à la demande d'ailleurs de ses propres enfants, s'en est suivi des personnalités du monde politique et artistique pour soutenir cette femme et surtout essayer. Il y a quelque chose qui est né, qui était la légitime défense, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la légitime défense préméditée. Alors, beaucoup de femmes se sont insurgées et ont dénoncé des inégalités. Qu'a fait la justice à l'époque? On était en 2016. La justice, face à la grâce présidentielle, puisque Jacqueline Sauvage a obtenu partiellement la grâce présidentielle. Partiellement, ça voulait dire quoi à l'époque? Ça voulait dire qu'à l'époque, c'était François Hollande, il n'a pas voulu faire face à l'autorité, parce qu'on est quand même, on fait un peu de droit, il n'a pas voulu faire face à l'autorité de la chose jugée. Donc, il s'en est remis au juge d'application des peines. Il s'est dit, bon, voilà, ils géreront la liberté conditionnelle. Et qu'est-ce qu'a fait le juge? Le juge n'a pas entendu la libérer. De sorte que, par la suite, le président, Jacqueline Sauvage, obtiendra la grâce totale présidentielle. Vous voyez comment un système judiciaire qui était encore... système judiciaire, pourquoi? Parce que certains juges, à l'époque, avaient dit qu'elle avait tendance à se victimiser. Je vous laisse propre juge de ce que vous penserez de cette affaire de l'époque. Alors,
Les médias, bien sûr, ont ouvert des portes. On ne peut pas ne pas parler de l'influence des médias dans le système judiciaire et également le système législatif. Je vais vous citer quelques lois très brièvement, je ne vais pas vous endormir, mais quand même, il me paraissait nécessaire de citer ces quelques lois ces dernières années. Alors, je les cite à partir du mouvement MeToo, qui, grâce au mouvement MeToo, les textes législatifs en France ont énormément avancé en matière de violence conjugale et de violence ou d'agression sexuelle, alors que jusque-là, pourtant nous sommes quand même en France, dans un pays démocratique, jusqu'à ces 10 ou 15 années à peu près, les violences conjugales étaient celles de la sphère privée. Donc on nous entendait dire que finalement ça regardait la sphère privée, la sphère familiale, et ça n'intéressait personne d'autre. On m'a rapporté il y a quelques années, on remonte à 20 ans en arrière, que lorsque des femmes déposaient plainte, et j'ai malheureusement pas qu'un exemple autour de moi, déposaient plainte pour violence conjugale. Donc elles déposaient plainte auprès du commissariat de police, et on leur disait à ces femmes-là: écoutez, rentrez chez vous, essayez de tempérer. Ou alors, une gifle, c'est pas grand-chose, madame. Aujourd'hui, alors le système est loin d'être parfait, le combat est loin d'être terminé, mais on a, par exemple, des femmes qui sont embauchées dans les commissariats de police ou tout simplement en tant qu'OPJ. Alors, quelques lois comme ça après MeToo. La loi du 3 août 2018 qui est venue donc lutter contre les violences sexuelles et sexistes. J'insiste bien sur le mot sexiste puisqu'il est rentré en 2018 dans la loi, c'est-à-dire qu'il y a eu la création de l'infraction d'outrage sexiste. À partir du moment où des propos sexistes sont tenus en public, en principe, ils doivent être réprimés. Il y a eu également un allongement des délais de la prescription pour les crimes sexuels sur les mineurs, un renforcement des peines pour les agressions sexuelles et les viols, et puis la lutte contre eux, on en a beaucoup parlé, il faut qu'elle continue bien sûr, la cybercriminalité. Cette loi a été renforcée récemment en 2022 pour la protection des mineurs et également une meilleure prise en charge des victimes d'agressions sexuelles et une meilleure sensibilisation et une formation dans la prévention des établissements scolaires. Et puis, la fameuse loi du 30 juillet 2020 qui a visé à protéger les victimes de violences conjugales, elle est renforcée également en 2023. Et pourquoi 2020 ? Parce que c'est suite à la couverture médiatique des féminicides. Et donc cette loi, enfin, est venue là pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Donc on peut quand même s'en réjouir. Et puis, je m'interroge, je me suis interrogée, et finalement, les médias, le rôle des médias, ça a été un outil, et ce l'est toujours, un outil de visibilité, mais est-ce qu'on ne serait pas passé d'un outil de visibilité à un outil de sanction aujourd'hui ? Je m'explique. Les médias ont un tel impact aujourd'hui que, on le sait, quand par exemple un individu, on les a vus, ils ont été assez médiatisés, est accusé de violences sexuelles ou voire de violences conjugales, mais on est surtout en matière de violences sexuelles, on sait que les médias, avant même qu'ils soient condamnés judiciairement, ont un pouvoir de sanction. Pourquoi ? Parce que socialement, il est déjà condamné. Alors ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par soit un boycott, soit il est poussé à la démission, ou voire même à un licenciement. Donc on voit bien en fait que cet outil de visibilité des médias a basculé avec un outil de sanction. Je sais que ce n'est pas le débat, mais on peut quand même se poser la question de la présomption d'innocence et également de l'égalité face au judiciaire, à tel point que lorsqu'il y a une telle pression médiatique, on sait que certains juges, je fais référence aux manifestations de l'année dernière, ont eu une forme d'ordre de donner l'exemple avec des sanctions. On peut s'interroger sur cette fameuse séparation des pouvoirs. Il doit y avoir une séparation des pouvoirs, mais enfin, c'est pas le débat.
Mais je voulais juste émettre en fait ce basculement entre outil de visibilité qui devient un véritable outil de sanction. Et pourquoi ? Parce que la justice est trop lente, en réalité. Tant que la justice ne sera pas plus rapide, ça sera la course, en réalité, à la sanction. Et donc, aujourd'hui, les médias ont un rôle beaucoup plus percutant que le système judiciaire, tant que le traitement des dossiers prendront du temps. Et enfin, je ne pouvais pas intervenir en ma qualité d'avocat devant vous aujourd'hui sur un tel sujet des femmes sans citer malheureusement mes consoeurs qui sont arbitrairement détenues aujourd'hui et torturées. Alors je parlerai de l'arrestation, bien sûr, vous l'avez compris, de Sonia Damani en Tunisie, arrêtée le mois dernier parce que elle est avocate et chroniqueuse, parce que elle a ironiquement quelque part contesté la démocratie de Tunisie. Et puis toutes mes consoeurs, notamment Nasrine Sotoubé, qui se sont battues ces dernières années pour la défense du droit des femmes, emprisonnées et torturées, notamment pour avoir défendu les femmes opposantes au voile. Alors, pour conclure, parce qu'il faut conclure, je dirais juste que moi je trouve pas, même en tant qu'avocate, on est une opposition entre les hommes et les femmes. Heureusement que la société a changé, cette société, du moins en France, patriarcale, et que les femmes peuvent avoir certaines situations qu'elles ont aujourd'hui. Encore une fois, le système est loin d'être parfait, même dans les pays démocratiques. Mais je terminerai entre dire pour moi que égalité n'est pas identique, n'est pas à l'identique. Et heureusement que chacun peut garder son identité, sans quoi toutes ces femmes aujourd'hui dont on parle, on porte la voix de cette visibilité pour les autres femmes, nous ne serions pas nous serions toutes identiques et nous n'aurions pas cette spécificité que doivent conserver les femmes. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci, Madame Audrey Picard. Donc, comme je le disais précédemment, je veux prendre 3 questions ces questions seront adressées à l'ensemble des panélistes qui auront chacune 2 minutes pour répondre aux questions posées. Donc, il y avait une dame tout à l'heure. Ah, c'est passé, d'accord. Donc, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui, madame. Aujourd'hui, au niveau mondial, toutes les femmes d'influence, elles sont représentées seulement à 1% au niveau mondial. Donc, on parlait qu'il se passe énormément de choses en Afrique et ainsi de suite. Je pense que quels que soient les pays, on n'a pas à rougir. La seule question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quel est notre positionnement ? Comment on fait aujourd'hui en tant que femmes leaders, s'épauler les unes avec les autres, se mettre en lumière conjointement. J'entends qu'il y a des femmes qui sont dans les médias et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas plus intéressant de mettre en place des émissions qui mettent en place la voix des femmes, ce qu'elles mettent en place, quels que soient les pays ? Et j'aimerais savoir aussi ce qui est déjà fait et comment on peut aussi le multiplier. J'ai animé pendant longtemps des émissions consacrées aux femmes. Ça s'appelait L'utile et l'agréable. Donc j'ai sillonné tout le continent africain. Je suis même allé à Beijing en 1995 pour la cause des femmes. Donc ça a été mon cheval de bataille. J'ai toujours fait ça et Marie-Paul Baluy peut en témoigner. Chaque fois que je vois une femme, je lui tends mon micro, je lui donne la parole et je la mets en lumière. Ça, c'est mon rôle. Voilà. Maintenant, comment il faut s'organiser ? On le fait déjà. Je pense qu'il y a déjà des groupes WhatsApp où on se réunit entre personnes ayant le même boulot, les mêmes affinités. Moi, par exemple, je suis dans plusieurs groupes où, par exemple, on a des femmes qui peuvent s'exprimer sur la voix de l'Amérique. Voilà. Non, je pense que ça s'organise déjà. Maintenant, au niveau mondial, peut-être qu'il faut y réfléchir. Comment moi, j'ai souvent organisé des sommets sur Internet. Je me suis spécialisé là-dessus parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'appartiens aux anciens médias. Mais quand on veut survivre dans ce métier, il faut s'adapter. Donc, je me suis formé à la technologie nouvelle. C'est vrai que c'est pas évident, TikTok, de se mettre. C'est pas pareil
mais il faut se mettre au diapason parce que les jeunes, ils nous dépassent. Donc, il faut se mettre au diapason. Donc, pendant le Covid, moi, j'ai organisé des sommets où je donnais la parole à des femmes pour qu'elles puissent s'exprimer et dire que l'Afrique a résisté au Covid. C'est formidable de le dire. J'étais outré que nos consoeurs occidentaux disent « Ah, c'est la fin du monde, l'Afrique s'en sortira pas ». L'Afrique a prouvé qu'elle tire son épingle du jeu. On ne peut pas avoir subi tout ce que vous savez, tout ce que nous savons, avoir eu des épidémies. Et on est survivants, on est des conquérants. Et moi, c'est ce que je mets dans la tête des gens. Nous sommes des conquérants partout dans le monde. Donc, il faut se saisir de ça pour continuer à faire notre travail. Donc, on est là pour en débattre. Peut-être qu'à l'issue de cette rencontre, on ouvrira un WhatsApp pour continuer. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, ces débats-là, la place des femmes, ça fait 35 ans. J'ai l'impression qu'on est, excusez-moi, au même niveau. Je dis, mais enfin, j'ai pas bossé ou quoi? C'est les mêmes débats, c'est les mêmes sujets. Sauf que, effectivement, on voit une espèce de dévergondage des filles. Je ne comprends pas. Je dis, mais elles ont l'opportunité aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de se mettre en avant. Mais il faut aussi les former, ces filles. Il faut les former. Parce que c'est effectivement, on leur a fait croire que... Je pense qu'il y a une revanche que les filles ont avec les hommes aujourd'hui. Leur mère ayant souffert, s'étant tue, nos mamans se sont tues face à la violence qu'elles subissaient. Je ne dis pas que ce n'est pas pareil partout, mais quand même, les femmes viennent de loin. Et ces filles-là ont hérité de ces traumas, et elles se vengent en disant, puisque les hommes nous ont fait ça, ben, on fait ça à nos mamans, on va se venger sur les hommes. Donc on a un vrai travail de réparation, nous les anciennes. Mais encore faut-il qu'on soit entendu. Moi, quand je fais mes TikTok pour dire aux Gabonais, soyons un peuple mature, parce qu'on a les présidents qu'on mérite. C'est pas seulement le président qui doit être à la hauteur, le peuple aussi doit être à la hauteur. Donc il faut s'arrêter de faire propager des rumeurs, raconter n'importe quoi. Il faut que les présidents aient peur du peuple, parce que le pouvoir, c'est nous, le pouvoir. C'est pas les présidents. Le pouvoir, c'est le peuple, mais il faut qu'il soit mature. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'on est là pour en débattre, et je suis ouverte à continuer à faire ce que j'aime faire, parce que je trouve que les femmes, nous sommes formidables. Merci. Oui, vous pouvez. Je voudrais juste rebondir et compléter, parce qu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, et c'est un véritable fléau en réalité ce qui se passe aujourd'hui, et notamment l'accès à la pornographie. Et ce qui empêche les jeunes de se construire comme ils devraient. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème auprès des jeunes, à mon sens, on aura du mal à avancer. D'où malheureusement l'atrocité de ce qui s'est passé il y a quelques jours sur une adolescente, crime commis, enfin une agression commise par des adolescents. Et on peut s'interroger quand même sur l'accès à la pornographie. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Pardon. Effectivement, je pense que je rebondis comme Madame Dieki, des femmes qui s'entraident, quand on parle beaucoup de sororité, ce n'est pas pour rien. Il y a des groupes, il y a énormément, je ne sais pas si vous voyez, bon, parlons des réseaux sociaux, puisque c'est ce qui marche, vous voyez, bon, même des coachs partout, de confiance en soi, de machin. Il y a du bon et il y a du vrai, je vous le concède. Mais ça surfe sur une volonté de permettre à des femmes de reprendre confiance en elles et de pouvoir effectivement économiquement se prendre en charge. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne se sont pas prises en charge très tôt. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que quand j'étais petite, c'était nos mamans qui vendaient au cours de la route. Ce sont elles qui mettaient leurs enfants à l'école. Elles ont toujours travaillé. On parle au Togo, par exemple, des Nana Benz. C'est parce que juste, ce n'était pas aussi visible. Sinon, des femmes ont eu des pouvoirs de décision très, 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 très importants. Mais nous restons dans un monde patriarcal. Et ça, qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Madame, avec le peu que vous avez entendu de moi, je vais vous donner une anecdote. Je travaille qu'avec des hommes. Et bien, quand ils font une réunion, que j'arrive un peu avec 5 minutes de retard, dès que je rentre, ils me sortent cette anecdote de me dire, est-ce que tu peux aller faire le café ? Et je dis, mais je suis là depuis 10 ans, je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dis,
Ça reste difficile. Pourtant, ce sont des hommes qui estiment, qui soutiennent les femmes, etc. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais effectivement, c'est aux femmes aussi de se prendre en charge. Je le dis honnêtement, je vais conclure là, peut-être ça va faire polémique. Quand je rentrais dans le combat des droits des femmes, je me suis dit que c'était les hommes qui étaient, entre guillemets, mes ennemis. Mais en fait, le vrai problème a été les femmes. Et ça continue à être les femmes. Et quand je le dis 15 ans plus tard, j'estime que ça peut donner déjà une perspective de comment est-ce que les choses se font dans le combat. Et s'il perdure autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font de la résistance. Merci. Oui, très vite, s'il vous plaît. Je complète juste les propos qui viennent d'être tenus. Alors effectivement, c'est les échos que j'en ai également de certaines de mes consoeurs. Je ne fais pas du droit de la famille, mais ce sont des échos qui me sont donnés de la part d'avocates en droit de la famille, qui me disent, alors à Paris, c'est rare, hein, mais en banlieue et également en province, où elles se retrouvent confrontées à l'hostilité des femmes juges. Voyez, voilà. Et donc, ce ne sont pas les hommes, ce sont des femmes juges qui rendent des décisions complètement atroces pour la défense des enfants et la protection, en fait, des femmes victimes de violences conjugales. Voilà, c'est ce qui m'est rapporté. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est fréquent. Je ne suis pas, je suis pas là pour défendre ce type de dossier, mais c'est ce qui m'est rapporté. Voilà.